Loïc Penn, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin urgentiste, responsable CGT au niveau départemental. Vous êtes actuellement à l'hôpital de Creil, dans l'Oise, d'où vous sortez de 24 heures de garde. Vous avez donc passé le 1er mai avec vos collègues et vos patients. Quel est l'état d'esprit général? Il est beaucoup à la lassitude quand même, hein. On sent là quand même le contre-coup du travail qui a été fourni, hein. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont été sur la brèche et ont un travail important, du stress, hein, parce que je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais on a quand même beaucoup de soignants qui ont été contaminés dans notre équipe, hein, des gens qui là reviennent d'ailleurs. J'étais avec une infirmière hier soir qui revient de sa convalescence de Covid, hein. Ça fatigue encore, hein, parce qu'on n'est pas, on n'en sort pas complètement reposé. C'est vraiment le cas de le dire. Donc il y a une inquiétude parce que alors la situation s'améliore la situation Covid. Dans la garde d'hier, moi j'ai même pas vu de patients suspects de Covid. On avait plein d'autres choses, des cas plus classiques, heureusement qu'ils reviennent. Enfin heureusement, je dis pas que je suis content qu'ils soient malades, mais jusque là ils consultaient plus, donc on retrouve notre activité plus habituelle. Par contre, on retrouve aussi la crise habituelle, hein, parce que pendant l'épidémie de Covid, il y a eu un renfort qui a été amené par la réserve sanitaire, par des mobilisations, j'avais dit, remarquables. Je confirme, de médecins qui n'étaient pas habitués à prendre en charge des patients tout venant comme ça. Sauf que là, lundi qui vient de passer, là, il n'y avait pas de médecin de garde le soir, faute d'effectifs. C'est un interne qui a fait la garde. Dimanche, je crois qu'il n'y a pas de SMUR, il n'y a pas de SMUR primaire, faute d'effectifs. Et on pourrait dire que c'est la situation Covid. Non, c'est juste qu'il n'y a plus de médecins. Durant l'année qui vient de se passer, j'ai rappelé à plusieurs reprises qu'il y avait eu des luttes, il y avait eu des batailles, il y avait eu des revendications. Il y a aussi, ça allait avec des médecins, des paramédicaux aussi qui ont quitté l'hôpital public pour certains, le service des urgences pour d'autres. Et là, on se retrouve avec, on avait 6 médecins de SMURIS pour faire la garde, on en a plus de 3. Donc évidemment, c'est pas possible de tenir une garde de 24 heures tous les jours avec juste 3 médecins. Et on a une situation très similaire sur les urgences médicales. Voilà, donc on a une situation qui est en train de revenir à ce qu'on connaissait avant, en pire, parce que c'est dans l'année que les gens sont partis et c'est maintenant qu'on est en train de le sentir. Ça a pu être ralenti bizarrement, c'est ce ressenti par l'épidémie de Covid-19 parce que il y avait ces renforts. Là, on retrouve l'état de crise habituel et les revendications qu'on a portées n'ont pas du tout été satisfaites. C'est-à-dire que on réclamait évidemment des augmentations de salaire. Ça, c'est la chose qui est venue en dernier, mais qui est importante parce que je disais l'attractivité à l'hôpital, c'est aussi payer correctement les gens et les salaires, particulièrement des paramédicaux, sont aujourd'hui minables à l'hôpital public. Mais on réclamait des collègues et des lits. On a continué, d'ailleurs on l'a bien vu avec l'exemple de Nancy, mais partout on revalide des logiques de retour à l'équilibre et donc de restrictions budgétaires, de restrictions de lits. L'ONDAM n'a pas été remis en cause profondément, c'est-à-dire qu'on n'a pas réactualisé le financement des hôpitaux publics. Au contraire, on s'apprête, là aussi on l'a déjà cité avec la note de la Caisse des dépôts et consignations, à renforcer sa privatisation et sa dépendance à des fonds privés. Donc on n'a pas répondu à tout ça. Et on a là pas de grand plan d'emploi et de formation à l'hôpital, alors que ce serait une nécessité absolue. Et on se retrouve sur des effectifs insuffisants, des gens qui partent, et donc des difficultés de nouveau à gérer le quotidien, même sans Covid. Donc après, on discutera d'une seconde vague éventuelle. Faut quand même bien réaliser où on en est à l'hôpital public. Donc oui, il y a de l'inquiétude, il y a de la lassitude. La colère est pas retombée, hein, sur le sort qui nous est fait, parce que c'est bien beau de nous qualifier de héros, mais les actes ont du mal à venir quand même. Alors hier, on a vu beaucoup de banderoles justement au moment du 1er mai, partout, aux fenêtres, aux balcons, demandant de l'argent pour l'hôpital public. C'est vraiment la lutte à mener aujourd'hui? Oui, c'est d'abord ça, parce que là, il y a une vraie question de moyens qui est posée depuis des années, mais qui devient cruciale. Simplement, après, il faudra aller plus loin dans le débat. Qui maîtrise cet argent, d'où il vient, parce que si en effet on fait appel aux banques pour financer l'hôpital, ce sera sous condition de rentabilité et donc sur des choix de santé qui vont encore être motivés par des impératifs financiers. Donc l'État doit se réinvestir
le financement des hôpitaux, leur construction. La sécurité sociale doit retrouver son rôle dans le financement des personnels. Et donc, pour retrouver ce rôle, là aussi, il faut redonner des recettes à la sécurité sociale parce qu'on les a amputées par des exonérations de charges, par la fiscalisation de ses ressources, par le CICE transformé maintenant en exonération pour 20 milliards, par ces exonérations qui ne sont pas compensées à terme compte par le budget de l'État. Donc, et puis on a besoin d'élargir l'assiette des ressources de la sécurité sociale en y incluant les revenus financiers, parce qu'il n'y a pas, c'est pas aux salariés seulement, aux gens qui travaillent, qui créent la richesse, de participer à la solidarité nationale. C'est à tous ceux qui récupèrent une partie de cette richesse. Et aujourd'hui, les revenus financiers ne participent pas à cette solidarité par la cotisation sociale. Alors, vous êtes nombreux à suivre ce live et on vous en remercie. On a déjà beaucoup de commentaires, notamment un commentaire là de Karima qui réagit en disant il y a de l'argent, mais uniquement pour les dividendes des actionnaires, pas pour les services publics. Et on voit la catastrophe aujourd'hui. Alors, faut que je réponde à ça parce que je suis d'accord. Non, on va aborder maintenant la question des masques. Alors, les masques et les protections en général, vous en manquez toujours? Alors, on en manque beaucoup moins à l'hôpital. À l'hôpital, la situation, là, hier, j'ai utilisé des masques de façon plus normale. C'est-à-dire que quand j'étais sur une intervention et que j'avais malgré tout manipulé mon masque, parce que faut imaginer qu'en SMUR, on travaille pas sur un banc d'examen, on travaille au domicile des gens avec des contraintes, parce que ça peut être dans un petit coin, c'est quelqu'un qui est allongé là où on peut, on se raccroche les uns aux autres. C'est comme ça aussi ce travail. J'ai jeté mon masque et j'ai pris un masque neuf, ce que je ne pouvais pas faire avant, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de masques. Donc là, j'ai pu le faire. Ça veut dire que on avait retrouvé les capacités à utiliser plus correctement ces équipements de protection. Après, c'est pas le cas partout. Il y a l'hôpital qui commence à être mieux, alors mieux en masque, parce qu'on a toujours le problème des surblouses, on a toujours d'autres problèmes. Il y a, par contre, c'est toujours pas bien net sur les EHPAD, c'est toujours pas bien net en ville, où là, on a toujours des difficultés et des utilisations contingentées. Alors, on découvre cette semaine justement que la grande distribution possède plusieurs millions de masques qu'elle a stockés afin de les mettre en vente dans les prochains jours. Quelle est votre réaction? J'avoue que j'ai été un peu sidéré par l'information. Alors, j'ai vu communiquer des ordres professionnels, des médecins, des pharmaciens, tous les ordres qui ont communiqué, qui étaient violents, qui disaient à toute époque, il y a eu des profiteurs de guerre. Donc, quand même, c'est quelque chose qui est extrêmement dur. Mais il s'avère que si ces masques ont été stockés, parce que la réponse de la grande distribution a été mais non, on n'a pas de stock, ça arrive petit à petit, ce sont des commandes. Il s'avère que si ces masques ont été stockés alors qu'on en manquait dans les hôpitaux, et il y a un avocat, j'ai vu, qui donnait injonction à connaître la date de réception des masques et leur stockage. Si vraiment c'est le cas, ça vaut une poursuite, ça vaut une plainte, et pas que pour la grande distribution, parce que quand on entend l'État nous dire c'est bon, on réquisitionne pour vous protéger, et on avait ce besoin, et qu'il ne fait pas le boulot jusqu'au bout, je pense que les responsabilités doivent être recherchées jusqu'au bout. C'est pas admissible que des soignants aient été exposés, alors pas que des soignants, de tous les professionnels, y compris pas de la santé, qui ont été contraints finalement à assumer la vie dans notre société. La grande distribution déjà, ses propres caissières qui n'avaient pas de masque, c'est quand même, si on apprend qu'elles n'avaient pas de masque et qu'il y avait des stocks dans les entrepôts à côté, là aussi je me mets à leur place, ça va quand même piquer un peu, quoi. De même pour tout ce qui était les services essentiels de transport, voilà. Donc si à un moment donné il est confirmé que en effet, il y a eu des stocks alors qu'on en manquait de l'autre côté pour la protection des gens qui essayaient de sortir le pays de la crise. Je pense que ça vaut une poursuite, et une poursuite très sévère, parce qu'en effet, ce serait un scandale, encore un scandale sur les masques, tout à fait inadmissible. C'est pas le seul scandale sur les masques, mais quand même. Là, je le dis tranquillement, mais la colère est très froide, parce que je serais ébahi par une situation pareille. Et le prix de vente du masque, qui a été plafonné par le gouvernement à 95 centimes d'euros, c'est-à-dire 10 fois son prix de vente habituel, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors là, c'est plus s'emballer un masque, c'est s'emballer un masque. Hein. Mais je veux dire, il faut simplement dire les choses telles qu'elles sont. Comment peut-on ne pas mettre gratuitement à disposition les éléments de protection pour la population alors qu'on organise un déconfinement bordélique, puisqu'on a fixé une date le 11 mai, là, sorti du chapeau, lors du discours d'Emmanuel Macron, sans avoir le plan, sans avoir l'organisation. Et là, maintenant, on dit aux gens, et certains sont dans des difficultés financières terribles, parce que c'est un masque, ça dure pas toute la journée, c'est compliqué. Enfin bon, c'est pas 1 € que ça va coûter. Donc, en gros, on dit aux gens qui n'ont pas les moyens, et moi, sur la population où j'habite, il y en a qui sont dans cette situation, et ben vous n'aurez pas de masque parce que ça coûte des sous. Mais enfin, là encore, on est en dessous de tout. Il y a plein de pays qui les mettent à disposition et c'est bien normal. Et c'est bien normal. Enfin, là, c'est un minimum d'encadrer les prix, mais c'est pas suffisant. C'est même, en fait, vous faites une fleur, on encadre les prix. Non, c'est une distribution de la protection normale à la population qu'il faut mettre en place. Et c'est une protection collective. Les masques chirurgicaux, les masques non FFP2 qu'on va proposer, les masques dits grand public, ça marche si tout le monde les met. Si on se crache pas dessus les uns les autres. Enfin, si c'est pas des masques protecteurs intégralement ces masques. Donc si on a des gens qui se baladent sans masque et d'autres avec masque, forcément il y a des risques de contamination plus élevés. Bon, de toute façon, pour l'instant, ils n'ont pas rendu le port du masque obligatoire. Ça aussi, je pense que c'est une bêtise. Alors, je dis pas que dans sa voiture, il faut avoir un masque quand on est tout seul. Quand on contamine personne, on se fait contaminer par personne. Mais dès qu'on est dans l'espace public avec des contacts, il serait logique d'imposer le port du masque. Alors, on a de nombreuses questions là qui viennent, hein, beaucoup de réactions. Jean-Christophe qui vous demande, alors ça tombe bien parce qu'on est pile poil à 10 jours maintenant de la date annoncée pour le début du déconfinement. Il vous demande, comment voyez-vous le déconfinement ? Quels sont vos conseils, vos recommandations Je vais donner des avis, pas des conseils, des recommandations. Hein. Voilà, c'est toujours l'esprit de cela. Et je rends compte un petit peu de ce qu'on sent sur le terrain et puis des avis des professionnels que je côtoie. Alors, déjà là, juste, je l'ai dit, hein, moi le 11, je trouve ça un peu sidérant d'avoir pratiqué comme ça, d'avoir donné une date sans avoir préparé les choses et de les préparer un peu en catastrophe. Et on a ce sentiment-là. Avec finalement beaucoup de missions renvoyées aux collectivités locales, aux maires. Moi, j'ai discuté il y a 2 jours avec un maire d'une petite commune du coin, là où j'habite, qui me demandait conseil, parce que je connais bien, je connais depuis longtemps, qui me demandait conseil, je ne peux pas tous les lui donner, et puis qui me donnait aussi des avis sans me demander conseil, parce qu'il est très pragmatique. Rétablir l'école dans sa commune le 11, c'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire qu'il n'a ni les moyens d'appliquer les 60 pages du règlement sanitaire, ni les protections adéquates pour l'instant, ni l'effectif pour aller désinfecter. C'est une petite commune, pas l'effectif pour les infecter. Donc il me dit, si on rétablit l'école dans ma commune, c'est sans les transports scolaires, sans la cantine, sans la périscolaire, et vu la situation de mes locaux, en gros, pour les maternelles, dans les classes, je vais accueillir 6 enfants à 7 enfants en même temps, c'est tout. Et donc, on va pour 1 mois et demi de cours faire cours avant la fin de l'école et des congés scolaires, avoir maximum 10 jours de classe par enfant dans des conditions très compliquées. Alors, pas forcément d'ailleurs sur les enfants les plus concernés par le décrochage, puisqu'il a fait un sondage dans sa commune, de nombreux parents ne vont pas mettre leurs enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas confiance, et il y a des raisons de ne pas avoir confiance. Je vais revenir sur les masques, parce qu'il y a quand même eu une annonce d'Édouard Philippe à l'Assemblée nationale qui m'a resté aussi un petit peu en travers de la gorge, pas comme moi d'ailleurs, hein. On a tous tiqué un petit peu, mais il y a une question de confiance des parents qui ont peur, et puis bon, il y a eu cette histoire de Kawasaki, de révélation de la maladie Kawasaki dans le cadre du Covid. Ça concerne peu d'enfants, c'est une situation un petit peu compliquée qu'on ne va pas évoquer complètement là, mais par contre, on peut comprendre l'impact psychologique que ça a eu sur les gens. On disant, merde, jusque-là, je pensais que ça allait, puis mon enfant n'est pas forcément à l'abri. Donc, on est sur une situation où il fait le constat que la réouverture est très complexe, va mobiliser beaucoup de gens pour un faible résultat et n'est pas sans risque, parce que faire appliquer des consignes sanitaires à des maternelles et des primaires, moi je continue à penser que c'est compliqué. Alors, on nous dit, oui, mais il y a eu une étude à Crépy-en-Valois, à côté de chez nous, le premier
gros cluster de France, où l'Institut Pasteur nous dit, bah oui, les enfants sont pas si contagieux. Ouais, enfin, pas si contagieux. On ne sait pas exactement, déjà, on manque de données, on ne sait pas exactement à quel point ils le sont, parce que disons, ils le sont quand même, ils disent qu'il y a une faible contamination intrafamiliale, mais une faible, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et on va se redonner là des possibilités de foyers épidémiques un peu partout, alors qu'on a des hôpitaux qui ont leurs équipes au bout du rouleau. Alors même si on est mieux préparé sur l'organisation, évidemment, on a quand même appris des choses, on est aussi mieux préparé sur la prise en charge thérapeutique, parce que il y a de fait, là, on a des retours sur le fait qu'il y a moins de gens en réa qui meurent parce qu'on sait mieux prendre en charge ce virus. Et puis, il y a des pistes thérapeutiques intéressantes. Le tocilizumab là, qui vient de sortir est vraiment un véritable espoir. On attend la version définitive de l'étude, mais un véritable espoir. Donc, il y a des choses qu'on peut faire, mais enfin, on n'est quand même pas vaillant à recommencer une épidémie maintenant. Et donc, tout doit être fait pour bloquer ça. Je l'avais dit la dernière fois, alors je reviens juste, avant de poursuivre sur le reste du déconfinement, je reviens sur Édouard Philippe. Pourquoi on peut manquer de confiance? Moi, je peux entendre à un moment donné qu'il y a eu des difficultés d'organisation, des retards de prise en charge de l'État. Je peux l'entendre. Je ne peux pas le justifier, mais on peut le comprendre. Par contre, qu'on refuse de le reconnaître et qu'on continue à baratiner, ça, je peux pas l'entendre. Nous, on n'a pas besoin d'entendre du baratin. Je veux dire, on est sur place, on a besoin de réponses. Même si c'est des mauvaises réponses, on veut juste savoir où on en est. Mais quand j'entends le Premier ministre à la tribune de l'Assemblée nationale nous expliquer, on avait quand même des stocks, 115 millions de masques chirurgicaux. C'est 20 jours de consommation habituelle des services de santé, c'est ça qu'il a dit. Et on a eu des craintes, mais on a failli toucher la rupture. Non, déjà, c'est pas vrai. On n'a pas failli toucher la rupture, on a eu des ruptures. On a eu des soignants contaminés faute de protection, et il faut le dire, on a eu des soignants qui sont morts. Donc, je veux dire, c'est pas une grande fatigue, comme il a dit. Le problème, c'est qu'on est très fatigué. Non, il y a eu des catastrophes. Et puis, 115 millions de masques. Ça, il parle de quelque chose, il compare des pommes et des bananes là. La réserve stratégique, c'est pas fait pour assumer l'utilisation quotidienne, l'utilisation classique des masques à l'hôpital. À l'hôpital, en situation classique, aux urgences, on n'a pas de masque. J'ai rarement reçu les gens, sauf des gens qui avaient une tuberculose, des choses bien précises, mais on n'a pas de masque. Donc là, évidemment, on n'est pas sur une situation classique. Dire 20 jours de consommation habituelle, ça ne correspond à rien. Là, on parle d'une réserve stratégique. Et si on veut savoir ce qu'est la réserve stratégique nécessaire, on avait Santé publique France qui le disait très bien, 600 millions de masques FFP2, 1 milliard de masques chirurgicaux. Là, c'était 115 millions de masques chirurgicaux. Et ce stock n'avait pas été reconstitué. Alors, c'est pas que ce gouvernement Macron-Philippe qui est responsable, depuis au moins trois gouvernements, sauf que Santé publique France avait fait, maintenant on le sait, une communication sur la nécessité de reconstituer ce stock en juin 2019 et qu'il n'y a jamais eu de réponse. Que le stock n'a pas été reconstitué, et ça, c'est pas les copains d'avant, c'est maintenant. Et donc, nous expliquer, après ne pas avoir répondu à cet impératif de santé publique, que c'est bon, en janvier, on avait 115 millions de masques, c'était bien, non. Il faut reconnaître à un moment donné qu'il y a des fautes graves. C'est pas que de ma préparation, c'est aussi de la faute. Et il faut assumer ce qu'on a fait. C'est pas possible d'être en responsabilité et de se défausser en permanence. Donc, quand moi je les vois continuer à se défausser comme ça et à finalement expliquer qu'ils auraient tout fait parfaitement, on ne parle même pas des tests, j'y reviendrai sans doute, mais et là on nous dit on déconfine, ayez confiance. Non, on voudrait bien du concret. Moi je reste toujours inquiet. Alors les choses se sont modifiées sur la politique de test, puisqu'au départ Emmanuel Macron dans son discours disait on ne testera que les symptomatiques, ce qui est aberrant. Il y a plein d'asymptomatiques et il faut tester tous les cas contacts, il faut absolument faire beaucoup plus large. Là, ils reviennent à ça, à cette logique qui est une logique médicale, de tester plus largement. Simplement, j'ai pas encore entendu que quand on va reprendre des grands ateliers industriels où il y a beaucoup de gens dans le même atelier, on testera ces gens avant de les mettre dans l'atelier pour éviter de refaire des clusters. Et c'est maintenant qu'il faudrait commencer à le faire. Parce que le déconfinement, ça se prépare pas le 11, ça se prépare maintenant pour le 11, sauf que je disais, on a l'impression qu'ils ont mis une date et puis qu'on court après. Donc c'est vrai qu'il y a de quoi quand même être inquiet, parce qu'on n'a pas, nous, les capacités aujourd'hui à faire face à une deuxième vague. Alors, je ne sais pas s'il y en aura une de deuxième vague, la question a été posée. Je ne suis pas voyant extra-lucide, moi. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'il n'y a pas de grande deuxième vague massive dans les pays qui déconfinent. Il y a des cas.
Il y a des espèces de petits foyers qui se relancent, mais il n'y a pas ce qu'on a connu. Donc on peut raisonnablement espérer que ce sera la même chose en France. Raisonnablement espérer, sauf que on a quand même intérêt, dans cet espoir raisonnable, à prendre toutes les mesures pour que ça se passe comme ça, et pas dire au petit bonheur de la chance, on verra bien. Enfin, on va pas recommencer les mêmes bêtises. Si on se remet avec une population non immunisée qui va ressortir dans les mêmes conditions qu'avant l'épidémie, on aura les mêmes résultats, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On peut toujours compter, comme on l'a fait, sur le fait que ce virus soit peut-être saisonnier et consentir, mais enfin, avec des si. Oui, on a déjà mis Paris en bouteille, on a confiné, mais on va peut-être pas recommencer, quoi. Donc voilà, il y a toutes ces questions qui sont pas résolues. Et moi, je trouve que ce plan, on a l'impression que c'est de toute façon, on veut déconfiner. De toute façon, Emmanuel Macron a dit que c'était le 11, donc tout est bon. On déconfine et puis on s'adapte comme on peut. Sur les tests, là encore, moi j'ai lu hier l'intervention d'un professeur d'endocrinologie qui est très investi sur le test Covid au CHU de Lille, qui a communiqué sur France 3 Hauts-de-France, j'allais dire Picardie, mais c'est fini ça, France 3 Hauts-de-France, et qui nous alerte de façon extrêmement inquiétante. Il nous dit, parce que là on nous dit on va faire 700 000 tests par semaine, il nous dit même pas en rêve. Même pas en vrai, mais il le dit. Il dit on ne fera pas 700 000 tests par semaine, ce n'est pas vrai. On n'a pas aujourd'hui les capacités à les faire. Il dit dans son interview, aujourd'hui le CHU de Lille communique sur 2800 tests faits alors qu'ils en font que 400. Et tout est comme ça, c'est-à-dire que il nous explique, et c'est terrible d'entendre ça. C'est pas le guignol, le gars, quand même. Il est enseignant-chercheur, directeur de recherche au CNRS. Il bosse aussi en Angleterre. Il est prof en Angleterre. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est connu dans le milieu scientifique. Et il nous dit mais tout le monde ment. Tout le monde ment à tous les étages, depuis les directeurs d'hôpitaux, les ARS et le ministère. Et on nous demande quand on lit des choses comme ça d'un professionnel de santé qui travaille sur les tests et qui n'arrive pas à les faire, on nous dit mais ayez confiance. Une des choses d'ailleurs qui dans son interview qui m'a marqué, c'est que ils ont du mal à tester parce qu'on prélève pas assez. On prélève pas assez, surtout dans les EHPAD qu'on doit dépister. Sauf que là encore, l'État, les agences de santé ont un rôle stratège qui n'est pas fait. Il suffit pas de dire prélever les patients dans les EHPAD. Faut l'organiser ça. C'est-à-dire qu'il faut des gens, faut embaucher des gens formés pour aller faire du test. C'est des formations courtes, mais là on aurait des recrutements par milliers à faire pour aller tester les gens dans les EHPAD, mais aussi, je le disais, sur les reprises des grandes entreprises. Et ça, c'est pas fait. On dit, débrouillez-vous. Alors au début, on a dit tout dans le public. Maintenant, on dit débrouillez-vous avec le privé. C'est pas mieux l'un que l'autre. Il faut organiser les choses. Et là encore, j'ai pas vu ça dans le plan de déconfinement. Une brigade réellement avec des missions claires, avec beaucoup d'embauches, avec de la formation, qui peut aller tester, qui nous ramène les résultats, qui nous permet juste de savoir où on est, quoi. Alors, beaucoup de réactions, beaucoup de questions. Plus de 900 personnes suivent ce live en ce moment. D'ailleurs, continuez à le partager pour que cette information puisse toucher le plus grand nombre. Une question de Sandrine. Et les respirateurs, est-ce un scandale ? J'avoue que j'ai pas plus suivi que ça. Honnêtement, c'est pas le domaine où j'ai regardé le plus parce que nous, on n'a pas eu de rupture de respirateur. Et j'avoue que je me suis occupé de ce qui, au quotidien, nous manquait le plus. Oui, après, si on a été capable de fabriquer des respirateurs de transport plutôt que des respirateurs de réa, enfin, c'est impossible de pas le savoir. N'importe quel, voilà, j'utilise des respirateurs de transport. J'ai travaillé quelques mois en réanimation, 8 mois au total dans ma carrière. C'est pas du tout les mêmes machines. Et enfin, on ventile pas un SDRA avec un respirateur de transport de SMUR. Donc tout le monde sait ça. Donc là, j'ai là encore, mais cette crise, c'est de sidération en sidération, c'est ça qui est problématique, quoi. C'est que à chaque fois, on se dit, ça va aller mieux. Et non, ils nous en rajoutent une petite couche de délire. Mais je sais même plus quoi dire à la fin. Je comprends même pas comment ils ont pu faire un truc pareil. Bon, en même temps, moi, si c'est des respirateurs de transport efficaces, ça tombe bien. Ils sont à remplacer dans toutes les soins de France tellement nos appareils sont vieillissants, on les récupérera. Mais enfin, ça nous aide pas vraiment pour la situation épidémique. Après, voilà, ce sera pas, à mon sens, malgré cette aberration, le scandale, en effet, ce sera pas, à mon sens, le point crucial pour le déconfinement ou la prise en charge des patients. Ce qui va être le point crucial, ce sont les tests et les protections. Et l'attente d'un traitement, déjà, je disais,
On a des pistes qui sont plus des pistes sur les patients réanimatoires et puis l'attente d'un vaccin. Là, on est encore sur une perspective qu'on a du mal à mesurer. On vous a dit en septembre, c'est un peu probable, hein, mais plutôt dans le cadre d'une bonne année. En tout cas, on a quand même probablement plusieurs mois, 6 mois de difficultés au moins devant nous. Faut pas se leurrer. On va être dans cette situation-là. Alors revenons sur le déconfinement. Est-ce que selon vous, certaines activités peuvent reprendre sans problème et d'autres devraient patienter justement pour ne pas risquer une seconde vague? On peut tout faire. On peut tout reprendre. On peut tout reprendre si on en a les moyens de protection et de détection. Et en fait, c'est ça qui va... Enfin, la question, ça va pas être... Alors, il y a évidemment des priorités. Moi, déjà, je continue à penser qu'on n'a pas mobilisé l'industrie envers la production sanitaire. La preuve par les masques, les tests, les respirateurs, tout ce qu'on veut. Bon, on n'a pas fait correctement ça. Et il y a encore temps. C'est pas parce qu'on a fait des bêtises qu'on peut pas les corriger. Donc, il y a encore là une politique de ce gouvernement à changer. Mais la question de ce qu'on doit réouvrir ou pas, elle ne se posera qu'avec les protections. Demain, on peut réouvrir des ateliers de confection de haute couture, si on veut. C'est pourtant pas quelque chose de prioritaire, mais moi, ça me dérange pas qu'il soit réouvert du moment que tous les salariés sont protégés et qu'on a testé avant pour être sûr que ça ne va pas être un atelier de contamination, un nouveau cluster. Donc voilà, en fait, c'est ces logiques-là qu'il faut défendre. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des services prioritaires, les transports, la santé, la grande distribution, l'alimentaire, enfin tout ce qu'on a dit, l'énergie évidemment, on oublie toujours l'énergie, mais c'est déterminant. Tous ces secteurs-là qu'il faut absolument mettre en état de marche et protéger les salariés. Puis après, tout le reste, il faut être capable de l'ouvrir, mais il faut l'ouvrir sécure. C'est-à-dire qu'il faut l'ouvrir avec derrière une politique de santé, de dépistage et de protection qui soit haut niveau. Là, ce qui m'embête, c'est que dans ce déconfinement, on a l'impression que c'est un peu artisanal, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a toujours pas une grande stratégie de déconfinement. Il y a des consignes, alors pour l'école, des consignes quasi inapplicables. Voilà, pour les entreprises, on ne sait pas trop. Certaines entreprises ont décidé de tester leurs salariés elles-mêmes, mais si elles ne veulent pas le faire, voilà, c'est tout. Pour les masques, on ne sait pas si dans les entreprises il faut les porter ou pas. Moi, je pense qu'évidemment il faut les porter. Je dis, dans tout lieu où le public se rencontre, il faut les porter. Voilà, mais il n'y a rien, il n'y a pas de grande stratégie. On est sur, de toute façon, il faut faire remarcher l'économie. On l'avait dit la dernière fois. On a le sentiment quand même d'une grande injonction du MEDEF, une grande injonction des actionnaires parce que les profits sont atteints. Alors, je ne dis pas ça en négligeant la crise économique qui va arriver, en négligeant la baisse d'activité. Simplement, je pense que cette activité, elle doit se reconcevoir de façon différente pour la satisfaction des besoins dans le cadre de cette épidémie et puis des besoins humains, et pas pour renflouer les caisses d'actionnaires qui devraient largement plus participer à cette solidarité collective dont on a besoin et ne pas se verser 59 milliards d'euros de dividendes comme annoncé en début d'année. Alors, toujours beaucoup de questions. On est à peu près à 1000 personnes qui suivent en direct ce live. Merci à vous d'être aussi fidèles à ce direct. Continuez. Merci. continuez à le partager, évidemment. Kanda qui vous demande diabétique, cardiopathie, hypertendu. Est-ce qu'il faut rester confiné au-delà du 11 mai ? Là encore, je dirais oui. En fait, tout dépend de notre stratégie de déconfinement. Si vous avez une cardiopathie, diabète, voilà, toutes les pathologies qui peuvent aider provoquer des formes de Covid graves, évidemment, il faut restreindre le plus possible le contact avec le virus. Si on est capable de faire un déconfinement assez sécure et de remettre des choses très simples sur la prudence à exercer, le déconfinement, il pourrait se faire. Simplement, là, dans le contexte actuel où j'émets des doutes sur la raison de ce déconfinement, j'émets des doutes sur la confiance qu'on peut avoir dans ce gouvernement Macron-Philippe, et donc sur les conditions dans lesquelles vont se passer ce déconfinement spontanément. Moi, j'ai des parents qui ont un peu plus de 70 ans, qui ont quelques pathologies. Voilà, j'ai pas envie qu'ils sortent tout de suite. Voilà, je le dis très clairement. Je vais avant regarder
comment ça se passe. Voilà. Et pour l'instant, je fais leurs courses. Parce que c'est aussi simple que ça. Je veux dire, l'exposition dans ces tranches d'âge, encore, c'est pas, le pire, c'est 80. Dans ces tranches d'âge avec quelques problèmes de santé, même pas majeurs, l'exposition, elle est risquée. Elle est risquée, et si on n'a pas mis en place quelque chose de sécure, alors, tant mieux possible, on ne sera jamais à 100%, évidemment, mais il faut bien que la vie reprenne, hein. Qu'on entende bien, je ne suis pas pour confiner les gens, hein. Mon idée, c'est le plus vite possible de pouvoir sortir de cette situation qui est, pour beaucoup de gens, beaucoup de familles, invivable. Sauf que c'est pas à tout prix en faisant n'importe quoi, c'est en se donnant les moyens de le faire, et donc là, je pense qu'on ne les a pas. Alors, cette question de la chloroquine qui revient régulièrement, est-ce que vous pouvez nous refaire un point sur le traitement ? Non. Non, mais je fais volontairement provoque. Non, parce qu'il n'y a pas d'études. Voilà, il n'y a pas d'études. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette situation. Au bout de toutes ces semaines, il y a des études sur plein d'autres choses, parce que tout de suite, des études ont été lancées sur des médicaments et on a des premiers résultats, je le disais, qui portent de l'espoir. Pour la chloroquine, il n'y a toujours pas d'études fiables. C'est-à-dire qu'on a délivré de la chloroquine à des milliers de personnes. On nous dit, c'est fabuleux, regardez, elles vont bien. Mais, je le disais la dernière fois sur l'autre live, on a, nous, un circuit Covid à Creil, où on a vu des patients testés Covid, et un de mes confrères qui avait fait un live avec moi, Jean-Jacques Pic, on a vu des centaines, on en discutait. Quand on fait le tour de tous ces praticiens qui ont vu leurs patients, qui se mettent un petit peu leur expérience ensemble, il y en a 90% qui vont bien. C'est-à-dire qu'on a des chiffres comparables à ceux qui ont été traités par chloroquine. Alors après, ils n'ont pas eu de chloroquine en sortie. C'était un usage qui avait été décidé en hospitalier parce qu'on avait décidé de le donner s'il y avait une chance, mais de le donner dans un contexte de surveillance et de sécurité parce qu'on n'avait pas d'études et on n'était pas sûr. Donc voilà, on a trouvé ce médium pour répondre à la pression des gens qui demandaient cette chloroquine aussi, hein, parce que c'est pas négligeable sur le plan psychologique, cette pression qui était forte et ces sentiments de ne pas être traités, parce que il y avait ça. En gros, on était quasiment des meurtriers si on n'avait pas de la chloroquine, donc on l'a fait, mais avec une surveillance parce qu'on n'était pas sûr de nous. Voilà, c'est aussi simple que ça, parce qu'on n'avait pas de données scientifiques. Et on ne l'a pas fait sur l'ambulatoire parce qu'on n'avait pas justement cette capacité à surveiller et des doutes sur les risques. Aujourd'hui, les retours qu'on a sur la chloroquine, sans les études, c'est que de plus en plus, on ne trouve pas d'efficacité à ce médicament. Voilà, on ne trouve pas d'efficacité. Quelques effets secondaires, peu en fait d'effets secondaires. C'est surtout des effets secondaires digestifs d'ailleurs. C'est des gens qui ne supportent pas parce que c'est nausées, vomissements. On a eu quelques cas de troubles du rythme cardiaque, qui est l'effet secondaire redoutable. On a eu, a priori, quelques morts. Voilà, ça c'est pas, voilà, mais par contre, alors ces effets restent assez marginaux, semble-t-il. Mais bon, pour ceux qui sont morts, c'est pas marginal. Hein. Après, sur l'efficacité, le retour qu'on a là, c'est qu'il y en aurait pas. Mais voilà, je parle vraiment conditionnel. Je suis pas capable de dire, moi, s'il y en a ou il y en a pas. J'ai pas une étude avec un échantillon témoin qui me dit ça marche ou ça marche pas. On n'est que sur de l'empirique. Et on peut pas fonctionner comme ça, alors que sur un principe de risque sanitaire majeur, qu'on décide de transiger avec nos preuves scientifiques habituelles pour tenter, parce qu'on se dit, il n'y a que ça, on essaye, dans un cadre surveillé. Oui, moi j'étais partisan de ça, parce que voilà, si ça avait marché, on aurait sûrement réussi à sauver des gens, sauf que bon, ça marche peut-être pas. Mais qu'on continue comme ça, avec la chloroquine, sans jamais valider ce qu'on fait, sans jamais être sûr de nous, et avec un retour empirique qui nous dit ça ne marche sûrement pas, ça commence à être pas possible, quoi. Et là, on n'a toujours pas une étude fiable. Alors, elles sont en cours, du coup. Elles sont pas en cours à Marseille. Elles sont pas en cours à l'Institut marseillais qui a proposé cette chloroquine comme traitement. Elles sont en cours dans plusieurs hôpitaux qui veulent valider ou à valider. Et on attend avec impatience de savoir si on continue, parce que dans beaucoup longtemps, on continue à donner de la chloroquine. On veut savoir si on continue ou si on arrête. Si ça n'a pas d'efficacité, voir si c'est délétère. Voilà. La situation de la chloroquine, c'est ça. Donc, je reviens à ma réponse. Est-ce que la chloroquine est efficace ou non? Pouvez-vous répondre non?
Alors, une question toujours sur le déconfinement. Beaucoup de questions très concrètes se posent. Véronique qui vous demande: bonjour, j'ai un conjoint qui veut aller chercher sa mère, sa sœur, son frère, sa nièce de 1 an à 73 km de chez moi dès le 11 mai. Je veux votre avis car je ne suis pas d'accord qu'il aille chercher sa famille. Bon, ça dénote beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions extrêmement concrètes que se posent les gens aujourd'hui. Oui. Quel est votre avis là-dessus? Vous me demandez de m'avancer beaucoup sur des choses auxquelles j'ai pas complètement réfléchi, parce que voilà, quand je parle d'une stratégie de déconfinement, c'est quelque chose qui doit être une réflexion collective. Je ne me permettrais pas, moi, d'avoir un avis autorisé qui serait la vérité révélée. Si je l'avais, c'est formidable. Je l'ai pas. Donc, on est la force de ce moment d'épidémie, c'est la réflexion collective, c'est l'échange qui a été fait entre les scientifiques, c'est l'échange qui a été fait entre les épidémiologistes, et c'est nous ce qu'on reçoit, ce que j'essaye de retransmettre en vulgarisant les choses, parce que je me nourris beaucoup aussi des travaux de mes confrères, évidemment. J'ai pas toutes les idées là-dessus, normal. Moi, je pense que après, là encore, si on a une capacité à avoir accès à des tests, on peut faire les choses de façon très sécurisée. C'est-à-dire qu'on peut faire du regroupement familial en testant tout le monde. Pour l'instant, je ne sais pas où on va, parce que je disais sur les tests, quand j'entends le professeur Lillois qui me dit on nous baratine et on ne fera pas ces tests, en tout cas pas à ce niveau-là, c'est de la propagande en fait, ça revient à ça. J'ai des raisons d'être inquiet. Après, sur un confinement, s'il a été parfaitement, mais voilà, moi j'en sais rien, s'il a été parfaitement respecté, que les gens n'ont aucun contact avec l'extérieur, ils sont pas porteurs. Après, évidemment, ils ont fait des courses. Après, évidemment, ils n'avaient pas de masque. Après, voilà, il y a toujours cette incertitude, Et puis après, regrouper les familles, ça peut s'entendre. C'est des moments, je disais, les familles ont souffert de la distance. J'ai été prendre en charge hier une dame de 80 ans pour une douleur thoracique à la maison. Elle n'a pas vu ses petits enfants depuis des dizaines de jours. Elle les voyait toutes les semaines. Et sur le plan du mental, ça craque un peu. Ça aussi, il faut en tenir compte, parce que à un moment donné, si ces petits-enfants, pour prendre son exemple à elle, on les remet pas à l'école et qui sont pas à risque de refaire du Covid, ça vaudra peut-être le coup de lui amener quand même, malgré le risque, parce qu'il y a d'autres risques, de se sentir complètement isolé, de se laisser glisser. Alors, la chance d'avoir son mari, ça va, mais quand même. Et là, je pense que ma réponse, elle peut pas être définitive, elle est sous trop de conditions. Moi je pense qu'il faut pas prendre de risques, et en même temps, je le disais, je suis pour que tout le monde se déconfine le plus vite possible, parce que ça va provoquer d'autres problèmes. Là encore, vous m'aviez posé la question après ce temps-là, j'ai dit les gens vont devenir fous. C'était un résumé un peu brutal, mais c'est quand même des choses qu'on constate. Et on voit aujourd'hui sur les services d'urgence arriver beaucoup de décompensations psychiatriques. Alors de gens qui avaient souvent déjà des problèmes, mais ça veut dire que les autres ont des pressions aussi. Dans les têtes, c'est brutal ce qu'on a fait là quand même. Ce confinement indiscriminé, toute une population là sous cloche. Donc je pense que voilà, et il faut rester dans un cadre de sécurité, mais il faut être capable de réunir ces familles. Après voilà, il y a la fameuse borne de 100 km. Alors ça, par contre, je pense qu'en effet, pour l'instant, ne pas permettre des déplacements trop longs sur ce cas de force majeure ou raison professionnelle majeure, c'est pas bête, parce que c'est pas la peine d'aller balader le virus des zones où il est encore très circulant aux zones où il ne l'est pas. Alors, soit dit en passant, j'en profite pour faire une petite pub départementale. On est en rouge dans l'Oise. On est en rouge. Alors, il faut bien regarder ces cartes, parce qu'elles sont intéressantes. Elles révèlent en fait une situation politique. On est en rouge. Par contre, il y a 3 critères. Alors, les tests, on ne peut pas vraiment savoir, puisqu'on ne sait pas trop ce qu'on va être capable de faire. Donc, celui-là, c'est un faux critère, il ne compte pas. C'est un critère dans les terres. Par contre, il y a le critère de la circulation du virus et des capacités hospitalières. Et pour la circulation du virus, les Isariens, les habitants de l'Oise, ont été plutôt efficaces, puisque le virus circule peu dans l'Oise. On est tout en vert, c'est formidable. Par contre, finalement, on va rester confiné parce que nos capacités hospitalières ont été en rouge. Voilà. Et c'est ça le problème. C'est que on est en rouge parce que le service public hospitalier est mal. Et on peut me dire, oui, mais là, ça sort tout juste du Covid. Ouais, peut-être, mais enfin, moi, j'étais de garde cette nuit. J'avais 2 places en réa, 2 places en USC, enfin, un truc comme ça. On était en ces eaux-là. C'est-à-dire mieux que ce que j'ai souvent en temps habituel hors période Covid.
C'est-à-dire que, en fait, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est retombé dans la crise habituelle. Et cette crise habituelle suffit pour nous mettre en rouge. Donc, si on reste confiné, c'est parce que notre système hospitalier est aujourd'hui défaillant, parce que victime de cette austérité budgétaire datant de 20 ans. Hein, je l'avais dit, ça, en 20 ans, on a fermé 20% de nos capacités d'hospitalisation sans lits. Là, il faut rouvrir des lits, quoi. Ça, c'est une politique. Alors, c'est exactement ce que dit... Je n'ai pas répondu complètement à la dame, mais je ne peux pas répondre complètement. Oui, non, mais ça donne des bons points de repère et ça vient, ce que vous venez de dire sur le manque de lits dans les hôpitaux vient tout de suite en écho à ce commentaire d'Eva qui nous dit le Jura est en rouge car 8 lits de réa pour la région, occupés à 100%. Ces cartes montrent bien la casse dans les hôpitaux. Le Jura, en plus, j'y suis allé. Pour des débats, d'ailleurs, j'étais allé d'ailleurs à Lons-le-Saunier avec le docteur Éric Loupiac qui vient de décéder du Covid-19. Hein. C'est pour dire qu'on n'est pas juste fatigué. Il y a quand même quelqu'un qui en est mort. Mais, pardon. Désolé. Fatigué. Ça, on comprend très bien. Mais j'étais aussi allé à Saint-Claude, cet hôpital, un hôpital magnifique d'ailleurs, hein, construit en flanc de colline. On a fermé sa mater, on l'a rincé, alors que Saint-Claude, c'est enclavé, qu'il faut aller justement à Lens-le-Saunier pour accoucher, que même les SMUR, à Lens-le-Saunier, c'était pour la deuxième équipe de SMUR où Éric Loupiac se battait. Voilà, il y a eu tout ce massacre dans le Jura, et moi j'avais perçu ça avec des comités de défense particulièrement à Saint-Claude, un comité de défense de l'hôpital qui était impressionnant, remarquable par son nom, son organisation, sa détermination. Voilà, mais tous ces gens se sont battus pendant des années et ils avaient raison. Et aujourd'hui, en effet, c'est ça qu'on constate, c'est qu'on ne les a pas écoutés, on les a traités de librius parfois, sauf qu'ils avaient raison et que ces capacités hospitalières qui nous manquent aujourd'hui nous empêchent de déconfiner. Voilà, elle a raison la dame. Alors, ce que vous nous dites là fait écho à ces mois, plus d'un an et quelques mois de lutte de l'hôpital public. On rappelle, pour tous ceux qui ne le savent pas, que vous avez été le premier médecin urgentiste à démissionner en tant que chef de service. Il y a de ça maintenant 1 an et 4 mois. Est-ce que vous pouvez rappeler pour ceux qui n'auraient pas vu toute l'étendue de la mobilisation à travers le pays pendant plus d'1 an dans les hôpitaux et la santé en général, quel a été ce mouvement, quelle a été son ampleur et quelles étaient les demandes pendant ces nombreux mois de la part des soignants? On n'avait jamais connu un mouvement comme celui-là. Je pense qu'il n'est pas fini, j'espère qu'il va rebondir après cette épidémie, parce qu'il y a urgence à ce qu'il rebondisse. On ne peut pas continuer à accepter la casse de l'hôpital public, et je le disais tout à l'heure, les politiques qui vont nous être proposées là, quand on voit ce qui a été écrit par la Caisse des dépôts de consignation, quand on voit ce qui a été dit par certains responsables d'ARS sur la nécessité de continuer les plans d'emploi d'équilibre, de fermeture de services publics, il y a urgence à ce que ce mouvement rebondisse très vite. Et ça a été un mouvement qui a mobilisé comme jamais. C'est-à-dire des centaines de services d'urgence en grève, des centaines de praticiens hospitaliers qui ont démissionné de leur fonction administrative. Ils n'ont pas quitté l'hôpital public, ils ont démissionné de leur fonction administrative. Moi, je l'avais fait parce que il y avait eu un élément déclencheur, c'est la fameuse fermeture de la maternité de Creil, donc qui était un symbole, une mater de niveau 3, de 1600 accouchements. On n'avait jamais fermé une mater comme celle-là, sur un bassin de population qu'on a pourtant un besoin impératif. Et c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, parce que ça voulait dire que, et j'ai fait cette nuit un transport d'un accouchement, je disais tout à l'heure, avant, ils faisaient à la maternité, maintenant c'est en SMUR, on les conduit en catastrophe. Alors certes, 15 km plus loin, mais 15 km quand on est en train d'accoucher, et qu'il n'y a pas tous les transports, à pied ça fait long. Donc voilà, on a dû répondre à ça, et donc c'est encore une charge de travail, et puis des compétences qui ne sont pas celles qu'on a le mieux, qui nous sont rendues obligatoires, donc on est moins bon. Baisse en qualité sur la prise en charge forcément de l'accouchement à domicile quand on ne peut pas le faire par rapport à un accouchement fait sur la maternité. Donc c'était la goutte d'eau, mais c'était la goutte d'eau. Le vase était déjà bien plein parce que ça faisait des années que je dirigeais ce service où le sentiment qu'on en ressent, c'est que finalement on se bat pour obtenir des choses, pour faire appliquer des logiques de santé, et on se voit rétorquer en permanence des obligations financières, des impossibilités, des restrictions.
de l'hôpital de Creil, enfin les urgences de Creil, il y a des travaux qui auraient dû être finis en 2012 pour refaire de nouvelles urgences. En 2012. Pendant que j'étais chef de service, on les a promis tous les ans, les travaux. Tous les ans. Pour me dire à la fin, il n'y avait pas les sous. Mais enfin, 2012, on est conçu pour 60 passagers, on passe 130 patients par jour. Les locaux, c'est exigu, c'est mal foutu, ça gêne même notre réorganisation. Et puis après, c'est en permanence des discussions de boutiquiers sur le nombre d'infirmières, il en faut plus, il en faut moins. Enfin voilà, moi, je suis pas monsieur plus, je dis simplement, à un moment donné, là, ça fonctionne pas, j'ai besoin de personnel en plus, non, parce que voilà, faut faire plus avec moins. Et ça a toujours été ça. Donc voilà, plus toute la matière, j'avais démissionné. Parce qu'on a ce sentiment finalement de ne plus être qu'un relais de politique d'austérité, de ne plus avoir aucune capacité à changer ça. Donc moi j'étais là pour essayer que le service des urgences de Creil tourne, voilà, que ça rende le service à la population qu'elle est en droit d'attendre, et à un moment donné j'ai eu le sentiment de servir finalement de courroie de transmission à des politiques que je réprouve au plus haut point. Donc voilà, il faut partir quand c'est comme ça. Et puis finalement c'est ce qui a guidé l'essentiel de mes confrères partout ailleurs. Parce que quand voilà tous ces gens qui sont investis dans l'hôpital public se battent pour avoir 3 francs 6 sous, 3 euros 6 centimes, ça a changé, pour leur service, et que à chaque fois c'est non, vous êtes mal organisé, organisez mieux, enfin, et qu'on il y a des toubibs qui sont exprimés. Moi, j'avais vu une toubib de la Pitié-Salpêtrière là qui nous expliquait, mais à toutes les réunions, on nous renvoyait attention, le pourcentage il est monté en activité ou il a descendu. Faites attention. Enfin, on n'est pas des comptables. Je veux dire, on n'est pas naïf. On sait que l'argent, voilà, on n'a pas dilapidé. Simplement, nous, notre logique, c'est que on doit être efficace. Et l'argent utilisé, l'argent public utilisé doit être efficace. Par contre, c'est pas de la restriction, de la rentabilité. Il doit pas être rentable. Il doit être efficace. Il faut l'appliquer là où on en a besoin. Mais nous expliquer qu'on doit être rentable, là, on n'est pas dans la même conception. La seule rentabilité que je vois, moi, c'est pour le patient, pas pour les financiers. Alors, beaucoup toujours de commentaires et de questions. Une question sur les tests revient. Selon vous, quel est... on revient à des choses très terre à terre. Hein. Quel est selon vous les tests les plus efficaces? Quels sont les tests les plus efficaces? Alors, c'est pas le même rôle en fait. On a 2 types de tests. On a les tests qu'on est en train de faire massivement. Je commence à avoir l'heure. Donc, c'est les tests PCR. C'est-à-dire qu'on fait un prélèvement dans le nez et on voit si le virus est présent. C'est celui-là qui va nous permettre de dire vous avez le virus, vous n'avez pas le virus. Voilà. Et celui-là, c'est celui qu'on doit utiliser de façon massive, les tests PCR. Après, on a des tests sérologiques. Une prise de sang, on regarde dans le sang s'il y a des anticorps, voilà, des immunoglobulines, des anticorps contre le virus. Donc, vous avez eu un contact avec le virus, vous êtes immunisé, ou vous n'avez pas eu contact avec le virus. Alors, quand je dis vous êtes immunisé, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, puisqu'on m'a dit oui, mais est-ce que vraiment on est immunisé? Alors, il est encore un peu tôt pour dire à combien de temps on est immunisé. Est-ce que c'est suffisamment immunisant? On nous a dit il y a des réinfections. En fait, il s'avère que c'est tout probablement un portage très long du virus, avec des gens guéris mais qui gardent le virus. C'est pas le seul virus qui fait ça. Hein. Les gastro-entérites, on a tous les hivers, les gens gardent très longtemps le virus, même en étant guéris. Là, on a à peu près la même situation. Alors, mais voilà, je peux pas, là encore, je l'ai déjà dit, je peux pas aller au-delà de ce qu'on sait. On en apprend tous les jours sur ce virus, sur sa façon de le prendre en charge, sur sa physio-pathologie. En fait, voilà, on apprend ces choses-là, mais on commence à savoir ça. Alors le problème de l'immunité, c'est que les tests, les tests sérologiques, ils sont faits, mais ils sont pas encore précalibrés, parce que c'est pareil sur les choses nouvelles. À quel niveau on dose une quantité d'immunoglobuline? À quel niveau est-ce qu'on est immunisé de cette quantité d'immunoglobuline? Voilà, j'essaye de vulgariser la chose, mais pour l'instant, on n'a pas trop de recul. Et donc, pour l'instant, le seul test où on a un renseignement fiable, c'est le test PCR, et on avait discuté de ça, des faux négatifs aussi. Hein, donc, ça veut dire qu'il faudrait les multiplier. Encore, on n'est pas forcément parti pour, vu la politique de test. Hein. On a commandé là 50 robots en Chine qui font des tests massifs, mais pour l'instant, à ma connaissance, ils sont pas fonctionnels. C'est des trucs qui font 500 kilos, ça s'installe, il faut former des gens pour travailler dessus. Enfin voilà. Alors, un témoignage de Patricia qui nous dit « Je suis allée au laboratoire, on me demande 37 € pour un test de sérologie
Et on me dit dans le même temps que pas de symptômes, pas utile de tester. Qu'en pensez-vous? Mais encore, ça va être une question assez compliquée. Pour l'instant, je ne sais pas quoi dire sur le test sérologique puisqu'on n'est pas sûr encore de son calibrage. Mais à partir du moment où on va l'avoir bien homologué, on sait que ça marche. Je pense qu'il va être très important de le faire, au contraire. Parce que si on a une immunité, alors là encore, je suis toujours on va dire un truc et puis à le contredire immédiatement parce qu'on est dans la limite de ce qu'on est en train de trouver. On ne sait pas encore combien de temps va durer l'immunité, mais dès qu'on a plus d'éléments là-dessus, ce serait intéressant, évidemment, de savoir qui est protégé et qui n'est pas. Parce que si on a des gens protégés, alors en milieu médical, pour être très concret, chez nous, si on se disait, voilà, moi j'ai chopé le Covid, je suis protégé contre le Covid, je vais aller directement travailler auprès des patients Covid, je suis protégé. Ça a un intérêt immédiat pour nous. Mais c'est la même chose dans les boîtes. Voilà, ce salarié est immunisé, ok, on peut être tranquille, on s'occupe des autres. Lui, il ne va pas le rattraper. Enfin, c'est de la logique de santé publique, là aussi. Pour l'instant, on ne sait pas quelle va être la place de ce test sérologique, puisqu'on n'a pas encore son calibrage, on ne sait pas encore exactement la durée de l'immunité. Donc voilà, on est toujours encore dans la recherche. Thierry qui vous demande, s'il vous plaît, que pensez-vous de l'utilisation du Ritrovil sur nos anciens? Alors, c'est du Rivotril. Rivotril, pardon. Voilà. Ce que je pense, alors moi j'ai entendu tout et son contraire. En tout cas, je vais donner ma pratique. Parce que là, à un moment donné, plutôt que de raconter ce que j'ai entendu dans les médias, qui me paraît extrêmement sujet à caution parfois, ou de ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, parce que bon, on est quasiment sur l'assassinat des personnes âgées, moi personne m'a demandé d'aller assassiner une personne âgée en SMUR, presque de Rivotril dans une maison de retraite. Voilà, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Des patients âgés, on en a reçu. Voilà. Certains qu'on n'a pas mis en réanimation parce que, vu leur état de santé, les mettre en réanimation, ils n'avaient aucune chance. Ils auraient été plongés 2 jours dans voilà, ce que j'avais appelé de la technotorture sans aucune utilité pour eux. Ça, c'était l'obstination déraisonnable. Après, quand on a une situation où les patients sont évalués par les gériatres dans les maisons de retraite, moi, je pense que la décision, il faut garder nos réflexes. On a des décisions de fin de vie, heureusement. On n'est pas tout le monde en réa de façon sauvage, là, mais qu'on a une réflexion éthique. On a des réflexions de fin de vie. Il faut que ça reste collégial. C'est-à-dire que c'est pas un smuriste qui déboule à 3 heures du matin dans une maison de retraite qui dit voilà, en fait, moi je fais pas ça. Je veux ou des consignes qui ont été discutées avec son médecin gériatre ou son médecin traitant, son cancérologue si tu es su par un cancérologue, voilà des décisions qu'on a réfléchies. Et oui, dans le cadre de ces décisions, je suis apte à mettre à 3 heures du matin en arrivant sur un patient en détresse un protocole de fin de vie qui va le soulager et la Rivotril intervient dans ce contexte et je veux avoir ce médicament parce que voilà, c'est pas possible de laisser les gens suffoquer par exemple alors qu'on sait qu'on va pas les sauver, il faut les aider, les soulager. Donc ce médicament, il a sa place là-dedans. Après, si c'était pour en faire des médicaments qui permettent de flinguer les gens pour pas les amener à l'hôpital, évidemment, je vois pas quel médecin s'amuserait à faire ça. Vraiment, je ne vois pas. Parce qu'à un moment donné, on nous a dit que les médecins vont tuer les gens, mais qui va le faire? Parce que, j'ai des confrères gériatres, je les imagine pas en train de dire, oh, celui-là, tiens. Au contraire, il y a des gens avec qui nous, on a des difficultés, des gériatres, parce que nous, on n'a pas la même vue qu'eux. On voit des gens qui sont en fin de vie. C'est pour ça que la décision collégiale est importante, très âgés, avec plein de pathologies. Et les gériatres, ils voient des patients qui suivent depuis déjà 3 ans. Mais oui, mais on les a déjà sortis des ronces. Eux, ils auraient plutôt tendance à être, au contraire, il faut absolument faire quelque chose pour ce patient. Et nous, on est plutôt dans attention, là, on est plutôt dans l'obstination déraisonnable. Et donc, j'imagine pas que ces gériatres qui, toute l'année, nous disent, allez, vas-y, prends Robert, là. Parce que c'est vraiment comme ça, ouais. Nos discussions sont très difficiles, et c'est pas que nous, on veut les tuer et qu'eux, ils veulent absolument sauver, c'est qu'on n'a pas le même point. C'est leur passion de toute l'année. Enfin, ils ne voient que des personnes âgées toute l'année. Donc, nous, la vision qu'on a, c'est, oh là là, le monsieur, il est quand même au bout de sa vie. Et eux, c'est, non, c'est mon patient, ils sont tous comme ça et on va les sauver. Et je vois pas que tout à coup, leur logique, ça serait de résulter du Rivotril à tous ces patients qui suivent toute l'année. Mais je n'y crois pas. Et en tout cas, en SMUR, alors que nous, on est plutôt les gens qu'on appelle quand c'est le bout du bout, personne ne pareil, sauf dans le cadre d'une réflexion collective et de directives anticipées. Donc voilà. Après, le Rivotril, je pense que je pense qu'il faut qu'on ait plus de capacité à donner des médicaments de fin de vie et de confort dans les maisons de retraite, dans les EHPAD,
Parce que moi, ce que je vois plus souvent, c'est des patients prêts à mourir, qui sont envoyés à l'hôpital parce qu'on ne peut rien faire sur l'EHPAD. Et donc, ce qu'on fait à ces gens, pour lesquels nous, on ne fera rien à l'hôpital, parce que on a déjà eu la réflexion collective et ils viennent mourir chez nous, on les sort d'un milieu plus confortable pour les mettre dans les urgences, parfois dans des conditions, puisqu'on sait que les urgences sont surchargées, qui ne sont pas admissibles pour décéder, pas forcément avec leurs proches. Enfin voilà, je ne donne pas un cas général, je dis qu'à chaque fois, il faut avoir la possibilité de réfléchir complètement à ce qui est le mieux pour les gens. Et parfois, c'est mieux de rester dans son EHPAD, d'avoir ses proches qui viennent vous voir, d'avoir un médicament de confort, de se retrouver dans les urgences avec des visites limitées et même pas ses soignants habituels autour de soi. Parce que là aussi, les relations dans les EHPAD entre les soignants et les personnes âgées, elles sont fortes et elles sont différentes de ce que nous, on a avec eux. Nous, on peut plaisanter aux urgences avec les personnes âgées. Alors, en fin de vie, ça devient compliqué, mais on les connaît pas. Enfin, c'est pas pareil, quoi. Et donc, non, moi, je pense que cette logique de mettre des médicaments type Rivotril, parce que c'est pas le seul, plein de choses, en EHPAD, elle est plutôt bonne. Simplement après, c'est comment on organise ça et quelle logique on a. La logique, ça doit être une logique d'humanité et de faire ce qui est le mieux pour le patient. C'est-à-dire pas d'obstination, pas d'euthanasie, mais le plus grand confort. Et moi, je trouve que les gériatres nous donnent plutôt des leçons là-dessus, donc je suis surpris d'entendre qu'ils seraient en train de flinguer leurs patients. Merci pour cette réponse très concrète. On a à nouveau une question précise de Louloute qui nous demande au bout de combien de temps peut-on retrouver le goût et l'odorat ? Je n'en ai aucune idée et personne ne le sait parce que c'est hyper variable. Vraiment, on a eu à peu près tous les cas de figure. Une infirmière là qui a eu ça, en quelques jours elle l'avait retrouvé. D'autres, ça prend des semaines. Non, enfin, vraiment, là, on n'a pas. Mais c'est ce virus. Hein. Pourquoi on a des gens qui font des formes asymptomatiques et d'autres qui sont en réanimation, quoi. Enfin, on n'a pas encore compris exactement. Il y a sûrement un facteur génétique. On a constaté que sur les circuits Covid, on avait beaucoup de familles, pas forcément les gens compacts, mais les familles. On se dit bon sang, c'est pas possible que toute la même famille, eux, ils fassent une forme symptomatique et qu'à côté, il y en ait qui fassent rien. Donc il y a sûrement quelque chose, mais pour l'instant, on ne le sait pas. On est en train de chercher ça. Ça nous a, enfin, il y a des recherches qui sont faites, y compris sur des facteurs génétiques assez classiques des maladies des collectifs, comment on peut qualifier ça, enfin de tout ce qui est lupus, polyarthrite rhumatoïde. On essaye de tester tout ça pour voir si on trouve des corrélations avec des gens qui auraient ces marqueurs, qui ne sont pas forcément d'ailleurs les maladies, et l'expression différente du Covid-19 chez eux. Mais on est vraiment dans un cadre de recherche. Là, il n'y a personne qui répondra à ça pour l'instant dans le monde, je crois. Alors, mais ça fait plus d'une heure maintenant qu'on est. Ça fait une heure qu'on est en live. On rappelle que vous sortez de 24 heures de garde, donc vous devez être bien fatigué. On va peut-être arrêter ce live maintenant. C'était un long live qui a été très suivi par en permanence 1 millier de personnes. Donc, on vous remercie tous d'avoir suivi ce live, de suivre nos informations. Je vous propose d'aller vous reporter au contenu de l'Humanité, parce qu'il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de questions, de réponses à vos questions dans les contenus de l'Humanité, notamment en ligne, que vous pouvez retrouver sur humanité.fr. Et puis, Loïc Penn, on va se retrouver bientôt pour un nouveau direct, dès que vous serez à nouveau à l'hôpital. Ça va pas être tout de suite. Parce que là, je vais être plus sur la prison et puis sur un circuit Covid où je serai habillé de pied en cap et où ça va pas être possible de faire des vidéos. Donc, on verra comment on peut faire. Pour poursuivre sur l'Humanité, merci à l'UMA parce que c'est aussi le journal qui a été le reflet. Alors c'est le mien, donc voilà, j'y suis abonné, donc j'ai pas de scrupule à le dire, mais qui a été vraiment le reflet des luttes qu'on a menées à l'hôpital. Ça faisait du bien de lire ça. Et puis, c'est aujourd'hui un beau travail. Alors votre journal a été en vraie difficulté, on le sait, c'est pas complètement réglé. Donc là aussi, s'il peut y avoir des abonnements, ça nous permettra de continuer à informer. J'appelle à ça parce que vraiment, beau travail pour ce journal. Merci aussi. Merci beaucoup Loïc Penn et on se dit à très bientôt alors. À bientôt. Au revoir. Au revoir.